un avion de combat sans aucune arme qui abat un chasseur ennemi en plein ciel. Cette histoire incroyable s'est réellement produite lors d'un exercice militaire dans les années 70, quand un F-111 Aardvark américain complètement désarmé a réussi à vaincre un Mirage français équipé de missiles et de canons. Le pilote américain n'avait absolument rien pour se défendre, pas un seul missile, pas même une cartouche pour son canon. Pourtant, il a transformé son radar de suivi de terrain en arme fatale, qui a littéralement aveuglé son adversaire et forcé l'arbitre à déclarer le Mirage détruit. Comment un tel exploit a-t-il pu se produire ? Tout commence dans le désert australien, sur la base de Amberley, où les forces aériennes de plusieurs nations s'affrontent dans des combats simulés acharnés. L'exercice Pitch Black réunissait chaque année les meilleures escadrilles du Pacifique pour des duels aériens sans merci. Les Australiens invitaient leurs alliés américains, britanniques et français à venir tester leurs tactiques dans le ciel brûlant du Queensland. En 1983, les tensions étaient particulièrement vives entre les équipages français et américains. Les pilotes de Mirage 3 de l'armée de l'air française venaient de remporter plusieurs victoires éclatantes contre des F-15 Eagles et leur confiance atteignait des sommets vertigineux. Ils se vantaient ouvertement dans les bars de la base que leurs petits chasseurs agiles pouvaient battre n'importe quel appareil américain. Les Américains supportaient mal ces provocations incessantes. Leurs F-111 Aardvark n'étaient pas vraiment des chasseurs purs, mais plutôt des bombardiers polyvalents à géométrie variable. Ces machines impressionnantes pesaient plus de 45 000 kg au décollage et pouvaient franchir le mur du son à basse altitude en suivant automatiquement le relief grâce à leur radar sophistiqué. Mais dans un combat tournoyant contre un chasseur léger, le F-111 semblait condamné d'avance. Sa masse énorme et son rayon de virage catastrophique en faisaient une cible facile pour les missiles des intercepteurs ennemis. Le capitaine Jake Barker pilotait justement l'un de ces mastodontes depuis 6 années déjà. Cet ancien instructeur de l'armée de l'air américaine connaissait son appareil dans les moindres détails et refusait d'accepter que son avion soit considéré comme une proie facile. Quand son commandant lui a demandé de participer à une mission d'entraînement contre les Français, Barker a immédiatement accepté malgré les protestations de son navigateur. Le problème majeur venait du fait que leur F-111 était configuré pour une mission de reconnaissance photographique et ne transportait absolument aucun armement. Pas de missile Sidewinder sous les ailes, pas de munitions pour le canon rotatif, rien du tout pour se défendre. Les organisateurs de l'exercice avaient initialement prévu d'annuler cette sortie, considérant qu'un combat entre un bombardier désarmé et un chasseur équipé relevait du suicide pur et simple. Mais Barker a insisté lourdement auprès de son colonel, affirmant qu'il voulait prouver que le F-111 possédait des capacités insoupçonnées, même sans armement conventionnel. Après de longues discussions houleuses, les responsables ont finalement accepté, à condition que le duel reste purement symbolique et s'arrête dès la première désignation radar confirmée par l'arbitre aérien. Le lieutenant François Mercier montait à bord de son Mirage 3 avec une assurance totale. Ce jeune pilote de 28 ans totalisait déjà plus de 1200 heures de vol et avait remporté 12 victoires simulées durant les 2 dernières semaines d'exercice. Son chasseur Delta ultra rapide pouvait atteindre Mach 2.2 en altitude et disposait d'une maniabilité exceptionnelle grâce à ses commandes hydrauliques précises. 2 missiles RR Magic première génération pendaient sous son fuselage, prêts à être lancés sur commande. Mercier considérait cette mission comme une simple formalité destinée à humilier encore davantage les Américains. Il avait même parié une caisse de champagne avec ses camarades qu'il abattrait le F-111 en moins de 3 minutes. Le décollage avait lieu à 15 heures précises depuis des pistes opposées de la base australienne. Barker poussait les manettes de son F-111 en avant, tandis que les 2 turboréacteurs Pratt et Whitney rugissaient avec une puissance de 9000 kg de poussée chacun. L'énorme bombardier s'arrachait lourdement de la piste surchauffée et grimpait lentement vers le point de rendez-vous fixé à 6000 mètres d'altitude.
Dans le cockpit exigu, le navigateur Gary Mitchell vérifiait nerveusement les systèmes électroniques en sachant pertinemment qu'il partait au combat sans la moindre défense. Le radar d'attaque AN/APQ-146 fonctionnait parfaitement, mais ne servait absolument à rien pour détecter un chasseur ennemi dans leur dos. Mercier décollait quelques secondes plus tard avec une accélération fulgurante qui écrasait son corps contre le siège éjectable. Son Mirage montait comme une fusée et atteignait l'altitude de combat en 2 fois moins de temps que l'appareil américain. Le contrôleur aérien annonçait le début de l'engagement quand les 2 adversaires se trouvaient à 25 km l'un de l'autre. Le pilote français activait immédiatement son radar Cyrano 2 bis qui balayait l'espace devant lui en cherchant la signature radar massive du bombardier lourd. L'écho apparaissait presque instantanément sur son écran, comme une cible énorme et facile. Mercier souriait en pensant que cette victoire serait encore plus simple que prévu. Barker savait parfaitement que son adversaire l'avait déjà détecté et se dirigeait vers lui à vitesse maximale. Au lieu de fuir bêtement ou de tenter des manœuvres d'évitement inutiles, le pilote américain plongeait brutalement vers le sol en repliant les ailes de son appareil pour atteindre sa configuration de pénétration à grande vitesse. Le F-111 piquait vers le désert australien en accélérant rapidement jusqu'à dépasser Mach 1.2. Mitchell hurlait dans l'interphone que cette manœuvre suicidaire les rapprochait dangereusement du relief accidenté. Mais Barker gardait un calme absolu en surveillant son altimètre qui défilait vertigineusement. Le chasseur français suivait sa proie en descente tout en maintenant une distance de sécurité d'environ 15 km. Mercier attendait le moment idéal pour simuler un lancement de missile et remporter cette victoire facile qui lui permettrait de gagner son pari. Pourtant, quelque chose de totalement inattendu se produisait sous ses yeux incrédules. Le bombardier américain continuait à descendre bien en dessous de 1000 mètres d'altitude et fonçait maintenant à plus de 1400 km/h en rasant littéralement les collines du Queensland. Cette vitesse phénoménale à si basse altitude dépassait tout ce que Mercier avait pu observer durant sa carrière. Barker activait maintenant le système qui allait changer complètement la donne de ce combat apparemment perdu d'avance. Le radar de suivi de terrain AN/APQ-146 représentait une merveille technologique, capable de scanner le relief devant l'avion et d'ajuster automatiquement l'altitude pour maintenir une hauteur constante de 60 mètres au-dessus du sol. Ce système émettait des impulsions radar extrêmement puissantes vers l'avant et vers le bas pour cartographier chaque colline, chaque vallée, chaque obstacle potentiel. Les ingénieurs avaient conçu ce radar pour permettre des missions de bombardement de nuit à très basse altitude en territoire ennemi défendu. Mercier tentait désespérément de suivre sa cible, mais découvrait avec horreur que son Mirage 3 n'avait jamais été conçu pour voler aussi bas et aussi vite. Chaque seconde passée à cette altitude suicidaire augmentait dramatiquement les risques de percuter un relief ou de perdre le contrôle de l'appareil. Le chasseur français vibrait dangereusement tandis que l'air dense martelait sa cellule légère. Le pilote devait choisir entre abandonner la poursuite ou prendre des risques inconsidérés pour maintenir le contact visuel avec son adversaire. Son orgueil et sa confiance excessive le poussaient à continuer cette chasse infernale malgré tous les voyants d'alerte qui s'allumaient sur son tableau de bord. Le bombardier américain filait maintenant entre les canyons rocheux du désert à une altitude terrifiante de 50 mètres seulement. Barker maintenait une trajectoire parfaitement stable grâce au pilote automatique couplé au radar de suivi qui corrigeait instantanément chaque variation du terrain. Mitchell observait les écrans de navigation en retenant son souffle à chaque passage au-dessus des crêtes dentelées. Le système émettait des rafales radar d'une puissance colossale, de plusieurs dizaines de kilowatts pour sonder le relief devant eux avec une précision millimétrique. Ces impulsions électromagnétiques se propageaient dans toutes les directions et saturaient littéralement l'atmosphère environnante d'interférences massives. Mercier commençait à ressentir les premiers effets catastrophiques de cette guerre électronique involontaire. Son radar Cyrano émettait des bips erratiques et l'image de sa cible disparaissait régulièrement de l'écran sous des parasites lumineux incompréhensibles.
Le pilote français tapait nerveusement sur ses instruments, en pensant d'abord à une défaillance technique de son propre équipement. Ces systèmes de navigation gyroscopique affichaient des données contradictoires qui changeaient sans aucune logique apparente. La boussole magnétique tournait follement dans son boîtier, comme si l'avion traversait une tempête magnétique géante au milieu du désert australien. La situation empirait dramatiquement quand Mercier tentait d'activer son système de guidage missile pour verrouiller le bombardier ennemi. Les circuits électroniques du Magic refusaient obstinément de capter la signature infrarouge des tuyères du F-111, pourtant clairement visible à quelques kilomètres devant lui. Le ton de verrouillage restait muet, alors que normalement, il aurait dû hurler dans les écouteurs du pilote. Les ingénieurs français avaient négligé un détail crucial lors de la conception du Mirage 3. Tous les systèmes électroniques sensibles se trouvaient regroupés dans le nez effilé de l'appareil, sans aucun blindage suffisant contre les interférences électromagnétiques externes de haute puissance. Barker ignorait totalement qu'il était en train de mener une attaque électronique dévastatrice contre son poursuivant. Le pilote américain se concentrait uniquement sur sa navigation à ultra basse altitude, en évitant les obstacles naturels qui défilaient à une vitesse hallucinante. Son navigateur suggérait de remonter légèrement pour diminuer les risques, mais Barker refusait catégoriquement, en sachant que leur seule chance de survie résidait dans cette fuite éperdue au ras du sol. Le F-111 traversait maintenant une vallée étroite bordée de falaises rougeâtres qui se rapprochaient dangereusement de part et d'autre du fuselage métallique. Le chasseur français subissait un déluge d'ondes radar qui perturbait progressivement tous ses circuits vitaux. Mercier découvrait avec effroi que son horizon artificiel basculait lentement vers la gauche sans aucune raison logique alors que l'avion volait parfaitement droit selon ses sensations. Cette illusion mortelle représentait le cauchemar absolu de tous les pilotes de chasse, habitués à faire confiance aveuglément à leurs instruments. Le jeune lieutenant essayait frénétiquement de distinguer la ligne d'horizon naturelle à travers sa verrière, mais la poussière soulevée par le bombardier américain créait un nuage opaque qui masquait toute référence visuelle fiable. Les gyroscopes de navigation du Mirage dérivaient progressivement sous l'effet des radiations électromagnétiques puissantes qui bombardaient sans relâche leurs composants sensibles. Ces instruments mécaniques de précision comportaient des rotors tournant à très haute vitesse dans des suspensions magnétiques délicates. Les impulsions radar du système américain généraient des champs magnétiques parasites qui perturbaient l'équilibre fragile de ces mécanismes sophistiqués. Mercier se retrouvait dans une situation comparable à celle d'un marin perdu en pleine mer, sans boussole ni étoile, pour se guider dans l'immensité hostile. Le contrôleur aérien détectait les problèmes croissants du pilote français à travers ses communications radio de plus en plus désordonnées. Mercier demandait confirmation de sa position exacte et de son cap, alors que ces informations auraient dû s'afficher clairement sur ses propres instruments de bord. L'arbitre de l'exercice commençait à s'inquiéter sérieusement de l'évolution de cette confrontation qui dérapait vers une situation potentiellement dangereuse. Le Mirage volait maintenant de manière erratique, avec des corrections brusques qui trahissaient la confusion totale de son pilote, privé de tous ses repères habituels dans cet environnement hostile. La voix du commandant Thompson résonnait sèchement dans les fréquences radio de l'exercice. L'arbitre en chef exigeait des explications immédiates sur la nature exacte des perturbations qui paralysaient le chasseur français. Mercier expliquait avec une frustration grandissante que tous ses équipements de navigation et de détection affichaient des valeurs aberrantes depuis qu'il poursuivait le bombardier américain. Thompson interrogeait ensuite Barker, qui confirmait tranquillement utiliser uniquement son radar de suivi terrain en mode opérationnel normal, sans aucune modification particulière des paramètres. Les ingénieurs électroniciens présents dans la salle de contrôle au sol se regardaient avec incrédulité. Personne n'avait jamais envisagé qu'un radar conçu pour cartographier le relief pouvait accidentellement servir de brouilleur électronique dévastateur contre un autre appareil. Les spécifications techniques du système AN/APQ-146 mentionnaient une puissance d'émission de plusieurs dizaines de kilowatts,
largement suffisante pour saturer les récepteurs sensibles d'un radar de chasse conçu dans les années 60. Le Cyrano français n'incorporait aucune protection contre ce type d'interférence massive qui dépassait tout ce que ses concepteurs avaient imaginé. Thomson devait maintenant prendre une décision difficile qui allait créer une controverse diplomatique majeure. Les règles strictes de l'exercice Pitch Black stipulaient clairement qu'un appareil incapable de maintenir ses systèmes de combat opérationnels devait être considéré comme neutralisé par l'adversaire. Le Mirage de Mercier remplissait malheureusement tous les critères d'un avion mis hors de combat, malgré l'absence totale de tir réel. Après consultation rapide avec son état-major, l'arbitre annonçait officiellement que le F-111 remportait l'engagement et que le chasseur français était déclaré détruit selon les termes du règlement. L'atterrissage se déroulait dans une atmosphère électrique sur la base de Amberley. Les pilotes français entouraient Mercier qui sortait de son cockpit avec un visage livide de colère rentrée. Ils accusaient bruyamment les Américains d'avoir triché en utilisant un équipement de guerre électronique non déclaré avant le combat. Le commandant de l'escadrille française réclamait l'annulation immédiate du résultat et une enquête approfondie sur les capacités réelles du F-111. Les mécaniciens démontaient déjà plusieurs panneaux du Mirage pour vérifier si les circuits électroniques avaient subi des dommages permanents. Barker descendait calmement de son échelle en affichant un sourire discret de satisfaction. Les officiers américains le félicitaient chaleureusement pour avoir prouvé que même un bombardier pouvait tenir tête à un intercepteur moderne dans certaines conditions particulières. Mitchell racontait avec enthousiasme comment ils avaient transformé leur handicap en avantage tactique grâce à une compréhension approfondie des systèmes embarqués. Les techniciens téléchargeaient immédiatement toutes les données enregistrées durant le vol pour analyse détaillée par les spécialistes du Pentagone. L'enquête technique durait 3 jours complets, avec participation d'experts australiens, français et américains. Les conclusions confirmaient que le radar AN/APQ-146 générait effectivement des interférences électromagnétiques colossales lorsqu'il fonctionnait à pleine puissance en mode cartographie terrain. Ces émissions dépassaient largement les niveaux de bruit habituellement rencontrés en environnement de combat et saturaient complètement les filtres de réception du Cyrano. Le rapport précisait également que le Mirage 3 n'avait jamais été testé contre ce type de menace électronique spécifique durant son développement. Les Français acceptaient finalement le verdict avec une mauvaise grâce évidente, tout en déposant une protestation formelle auprès des organisateurs. Leur argumentation soulignait que Barker avait exploité une faille technique non documentée qui transformait un système civil de navigation en arme de guerre électronique offensive. Les Américains répondaient sèchement que rien dans le règlement n'interdisait l'utilisation créative des équipements standards et que l'ingéniosité tactique faisait partie intégrante du métier de pilote de combat. Cette affaire provoquait des changements importants dans les doctrines militaires des deux nations. L'armée de l'air française lançait un programme urgent de durcissement électronique pour ses chasseurs Mirage afin de les protéger contre les interférences radars haute puissance. Les Américains exploraient systématiquement toutes les possibilités offensives de leurs radars de navigation sur différents types d'appareils. Plusieurs escadrilles recevaient des instructions secrètes sur les techniques de brouillage électronique improvisées en situation d'urgence. Les conséquences stratégiques de ce duel improbable dépassaient largement le cadre d'un simple exercice militaire. Le Pentagone classifiait immédiatement tous les rapports détaillés concernant les capacités de brouillage accidentel du F-111 avec un niveau de secret défense élevé. Les analystes américains réalisaient brutalement que leurs adversaires potentiels possédaient probablement des vulnérabilités électroniques similaires dans leur système de détection et de guidage. Cette découverte fortuite ouvrait des perspectives tactiques entièrement nouvelles pour les missions de pénétration en territoire hostile. Les bureaux d'études européens recevaient des financements massifs pour développer la prochaine génération de radars aéroportés résistants aux interférences. Dassault Aviation engageait une refonte complète de l'électronique du futur Mirage 2000, avec des circuits beaucoup plus robustes et des algorithmes de filtrage sophistiqués.
Les ingénieurs intégraient désormais des protections contre les sources d'émissions haute puissance qui pouvaient provenir non seulement de brouilleurs ennemis, mais également de radars civils détournés. Le coût de ces modifications atteignait plusieurs millions de francs par appareil. Thomson CSF lançait une étude approfondie sur les phénomènes de saturation électromagnétique en combat aérien moderne. Les laboratoires découvraient que pratiquement tous les radars de cette époque souffraient de faiblesses similaires face à des émissions concentrées dépassant certains seuils de puissance. Cette révélation embarrassante démontrait que les concepteurs s'étaient focalisés exclusivement sur la portée de détection en négligeant complètement la résilience face aux agressions électroniques imprévues. Les militaires comprenaient douloureusement que leurs chasseurs ultramodernes, à plusieurs dizaines de millions de dollars, pouvaient être neutralisés par des moyens détournés ridiculement simples. Barker recevait une décoration discrète pour son initiative tactique remarquable lors d'une cérémonie fermée au public. Sa carrière progressait rapidement et il devenait instructeur en chef pour les techniques de combat non conventionnelles à la base de Nellis dans le Nevada. Le pilote formait désormais des centaines d'aviateurs aux méthodes d'exploitation créatives des systèmes embarqués en situation de combat asymétrique. Ces cours théoriques insistaient particulièrement sur l'importance de connaître intimement chaque composant de son appareil pour découvrir des applications inattendues. Mercier quittait l'armée de l'air française 2 années après cet incident humiliant qui avait terni sa réputation de pilote invincible. L'officier acceptait un poste lucratif chez Dassault comme pilote d'essai pour les programmes de guerre électronique. Son expérience traumatisante du combat contre le F-111 lui donnait une compréhension unique des vulnérabilités que devaient corriger les futurs appareils. Il participait activement au développement du système de contre-mesure électronique embarqué sur le Mirage F1 en apportant son témoignage précieux sur les effets physiologiques et tactiques du brouillage radar. Mitchell poursuivait sa carrière comme navigateur sur différents types de bombardiers lourds avant de prendre sa retraite avec le grade de major. Il écrivait ses mémoires où il consacrait un chapitre entier à cette mission extraordinaire qui prouvait que l'intelligence tactique surpassait souvent la supériorité technique pure. Le livre devenait une référence dans les écoles militaires américaines pour illustrer l'importance de l'improvisation et de la connaissance approfondie des systèmes. Le F-111 Aardvark continuait sa carrière opérationnelle jusqu'en 2011, malgré ses nombreux défauts et accidents. Les équipages découvraient progressivement d'autres utilisations non conventionnelles de ces équipements sophistiqués durant les guerres du Golfe et les opérations en Afghanistan. Certains pilotes utilisaient effectivement leur radar de suivi terrain comme moyen de perturbation contre les systèmes de défense antiaérienne ennemis, avec des résultats variables. Cette tactique restait néanmoins marginale, car les doctrines privilégiaient l'emploi de brouilleurs spécialisés, beaucoup plus efficaces. Cette histoire extraordinaire rappelait que la technologie militaire la plus avancée comportait toujours des failles exploitables par un adversaire astucieux et déterminé. Les constructeurs continuaient à dépenser des fortunes colossales pour développer des systèmes toujours plus complexes sans jamais pouvoir éliminer complètement les vulnérabilités inhérentes à l'électronique moderne. Le duel entre Barker et Mercier démontrait magistralement que le facteur humain restait l'élément décisif en combat aérien. Si cette incroyable histoire de combat aérien vous a captivé, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour partager votre avis et vos réflexions sur cette victoire improbable. Mettez un like si vous avez apprécié découvrir comment un simple radar de navigation s'est transformé en arme redoutable. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur l'aviation militaire et ses secrets les mieux gardés.